Capsule numéro 19. Dans cette capsule, on va commencer par étudier le gradient et puis étudier ses applications. Première application qu'on va voir, c'est imaginer qu'on a une fonction, petit f de x. J'ai tracé ici le graphe de la fonction. Ce que j'aimerais déterminer, c'est l'équation d'un vecteur que j'appelle n, qui est perpendiculaire au graphe de la fonction en ce point-là. Le graphe, je l'ai appelé grand C. C, c'est l'ensemble des x, y, tel que y égale f de x. J'aimerais trouver un vecteur qui est perpendiculaire au point qui est ici, c'est-à-dire au point de coordonnées x0, f de x0. Ce qu'on a comme outil, c'est le gradient. Le gradient, c'est quoi? C'est le vecteur des dérivées partielles d'une fonction de plusieurs variables. Ici, ma fonction petit f est une fonction d'une seule variable, fait que je ne prendrai pas le gradient de petit f, ce n'est pas lui qui m'intéresse. Ce que je vais faire, c'est que je vais inventer une fonction que je vais appeler f majuscule, grand F, qui va être telle que l'une de ces courbes de niveau va être identique à mon graphe C. Si j'arrive à faire ça, puis je prends le gradient de cette fonction-là, ben le gradient va être perpendiculaire à la courbe de niveau de ma fonction, va donc être perpendiculaire à C, et j'aurai répondu à la question. Fait que l'idée, c'est de définir une fonction grand F, une fonction de deux variables, qui soit telle que l'une de ces courbes de niveau soit identique au graphe C. Si j'arrive à faire ça, je vais simplement poser grand N, petit n, pardon, comme étant le gradient de grand F évalué en x0, f de x0. Fait que toute la question, maintenant, réside dans la façon de définir grand F. La courbe de niveau, c'est quoi? C'est l'ensemble des points où la fonction grand F est constante. Ben, tous les points qui sont sur cette courbe-là satisfont y égale petit f de x. Fait que ma fonction de deux variables, je peux la choisir tout simplement comme étant égale à petit f de x moins y. Si je fais ça, puis je regarde la courbe de niveau 0, la courbe de niveau 0 de grand F, c'est l'ensemble des xy tel que grand F égale 0, c'est-à-dire petit f de x moins y est égal à 0. Ben, ça ici, c'est précisément la même chose qui est écrite ici, sauf qu'on a isolé les choses différemment de chaque côté de l'égalité. Mais l'ensemble des xy qui satisfont cette condition-là, c'est exactement l'ensemble C. Et donc, il suffit de prendre n comme étant le gradient de cette fonction-là, de f de x moins y. Par exemple, la fonction qui était dessinée ici, c'était l'exponentielle. J'aimerais trouver le vecteur normal à l'exponentielle au point x0 égale 1. Ben, posons grand f de x égale petit f moins y, c'est-à-dire l'exponentielle de x moins y. Il suffit de poser n comme étant le gradient de cette fonction-là. Le gradient, c'est le vecteur des dérivées partielles. Lorsque je dérive ceci par rapport à x, il me donne l'exponentielle. Quand je dérive par rapport à y, il me reste moins 1. J'évalue le tout au point 1, e exposant 1, au point 1, f de 1, c'est-à-dire au point 1,e. Ben, quand je remplace x par 1 puis y par e, ça me donne e, moins 1. Conclusion, ce vecteur-là, e, moins 1, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à n. En fait, le vecteur que j'ai obtenu ici est en effet perpendiculaire, mais c'est le vecteur qui est dans la direction opposée de celui que j'avais dessiné au tout début. Prochaine question. J'ai maintenant une fonction de deux variables, petit f de xy, qui ressemble à une paraboloïde ici. Comment faire pour trouver l'équation d'un vecteur qui est perpendiculaire à la surface S au point de coordonnées x0, y0, f de x0? Fait que si j'ai augmenté la dimension, au lieu d'avoir une fonction f qui dépend d'une seule variable, j'ai une fonction qui dépend de deux variables. La surface du niveau, c'est l'ensemble des x, y, z, tel que z égale à f de xy.
j'ai dit la surface de niveau, pardon. Le graphe de la fonction, c'est l'ensemble des x, y, z, tel que z est égal à f de x, y. Même question, même procédure qu'on va appliquer pour trouver le vecteur normal à la surface S. Je vais proposer une fonction de 3 variables, que je vais appeler encore grand F de x, y, z. Puis je veux la choisir de façon à ce que l'une de ces surfaces de niveau soit identique à ma surface S, à mon graphe S. Quand j'arriverai à faire ça, je vais poser n comme étant le vecteur gradient évalué au point d'intérêt. Quelle fonction je veux choisir? Ben, j'aimerais une fonction de 3 variables qui est égale à 0 quand z égale à f de x, y. On va faire la même astuce que tantôt. Grand F sera égal à petit f moins z. Cette fonction-là, sa courbe de niveau 0, c'est précisément la même chose que la surface S. À nouveau, un exemple, encore une fois. Donner un vecteur perpendiculaire à ma paraboloïde en x0, y0 égale 1,-1. C'est précisément ce qui est dessiné dans le graphique ici. Il suffit de poser grand F comme étant égal à petit f moins z, calculer son gradient, dériver par rapport à x, ici ça va me donner 2x, par rapport à y ça me donne 2y, et par rapport à z ça me donne moins 1. Le tout évalué au point 1, moins 1, puis quand je substitue dans petit f, la valeur de z correspondante c'est 2, fait qu'évalué au point 1, moins 1, 2. Je substitue, ça me donne le vecteur 2, moins 2, moins 1, tel qu'illustré sur le dessin. Variation sur la même question. On vous dit que la droite normale à la surface z égale à x2 plus 2y2 au point 1, 1, 3. 1, 1, 3 est bel et bien sur cette surface-là, parce que 1 au carré plus 2 fois 1, ça fait bien 3. La droite normale, la droite qui est perpendiculaire à la surface ci, mais si je la prolonge, elle va couper la surface au point qui est à gauche. Elle va couper la surface au point P, mais aussi un autre point qui est en arrière que je vais appeler le point Q. Quelles sont les coordonnées de ce point-là? Posons Q comme étant notre point d'intérêt. Q, on peut l'écrire comme étant égal au point P plus T fois le vecteur N. Fait qu'ici, le vecteur N, c'est le vecteur qui est perpendiculaire à P, à la surface. Donc, Q, P et N sont tous des objets à 3 dimensions, et T, c'est un scalaire. Ça va me dire la longueur du pas que je prends dans la direction N pour me déplacer. Fait que sur le dessin, à l'œil, T serait égal à moins 1. Fait que je prends un pas d'à peu près de longueur moins 1 dans la direction opposée à mon vecteur N. Ça, c'est juste à l'œil sur le dessin. Je connais P. N, c'est le vecteur qui est perpendiculaire à ma surface. Je peux le calculer avec les outils que j'ai développés à la page précédente. Et puis N, je vais le choisir de façon à ce que le point résultant appartienne à la surface. Donc, petit f, c'est égal à x2 plus 2y carré. La fonction grand F que je définis sera donc égale à petit f moins z. Si je pose n comme étant le gradient de f, de grand F évalué en 1, 1, 3, je fais les calculs, ça me donne 2, 4, moins 1. J'ai donc mon P, j'ai mon N, il reste mon T à déterminer. Trouvons un T qui est différent de 0, tel que P plus T fois N, c'est-à-dire Q. Quand je développe P plus T fois mon vecteur normal, si j'additionne composante par composante, ça va me donner 1 plus 2T, 1 plus 4T, et puis 3 moins T. J'aimerais que ce point-là, qui dépend uniquement, qui est paramétré par T, on appelle ça une droite paramétrée, on aimerait que ce point-là appartienne à ma surface, et donc qu'il satisfasse sa première coordonnée au carré plus 2 fois sa deuxième coordonnée au carré, soit égale à sa troisième coordonnée.
Autrement dit, il faut que 3 moins t soit égal à 1 plus 2t au carré plus 2 fois 1 plus 4t au carré. Si je développe le tout, ça revient à résoudre l'équation 0 est égal à 21t plus 36t au carré. Il y a deux solutions à cette équation-là. La première, c'est quand t égale 0. En effet, quand t égale 0, cette quantité-là est égale au point P, puis le point P est sur la surface. Fait que si je divise par t de chaque côté, il va me rester t égale, quand j'isole, moins 7 douzièmes. Je prends donc un pas de longueur moins 7 douzièmes pour arriver de l'autre côté. Si je remplace t par 7 douzièmes, sa première coordonnée sera 1 moins 7 sixièmes, sa deuxième sera 1 moins 4 tiers, puis sa troisième sera 3 plus 7 douzièmes. Je simplifie tout ça, ça me donne les coordonnées suivantes. Conclusion, le point Q, qui est à gauche ici sur le graphique, qui est sur la droite perpendiculaire à la surface en P, a comme coordonnées celles qui sont écrites en bas ici. On va faire maintenant des exercices récapitulatifs de la section 4, du chapitre 4. Voici une série de questions indépendantes pour voir si on comprend bien les notions de courbe de niveau. Donnez-moi une fonction de deux variables f de x, y telle que sa courbe de niveau 1 n'est pas vide, mais sa courbe de niveau moins 1 est vide. Donnez-moi une deuxième fonction telle que sa courbe de niveau 2 possède un seul point. Ensuite, chacune des courbes de niveau d'une fonction est ou bien vide, ou bien elle est constituée d'une infinité de droites parallèles. Puis enfin, deux de ces courbes de niveau avec C1 différent de C2 s'intersectent. Essayez de faire ces 4 questions-là, et puis j'enchaîne avec les solutions. Première question. Il faut que la fonction puisse prendre des valeurs positives, mais que la fonction ne prenne pas la valeur moins 1. Prenons tout simplement la parabolide que j'ai dessinée précédemment, x carré plus y carré. Sa courbe de niveau 1, c'est l'ensemble des xy tel que x carré plus y carré est égal à 1, c'est-à-dire c'est le cercle de rayon 1 centré à l'origine. Sa courbe de niveau moins 1, c'est l'ensemble des xy tel que x carré plus y carré est égal à moins 1. Étant donné qu'on est dans les réels, cet ensemble-là est vide. Conclusion, cette fonction-là satisfait les conditions demandées. Sa courbe de niveau 2 contient un seul point. Donc, parmi toutes les xy, il y a un seul endroit où la valeur de la fonction est égale à celle en ce point-là. Si j'ajoute un 2 à la fonction précédente, f de xy égale à 2 plus x carré plus y carré. L'ensemble des xy tel que ma fonction est égale à 2, j'ai un 2 à gauche puis à droite de l'égalité qui s'annule, il faut donc que x carré plus y carré égale 0. La seule façon que ça puisse se produire, c'est lorsque xy est égal à 0. Conclusion, la courbe de niveau contient seulement l'origine. Troisième question. Chaque courbe de niveau est ou bien vide, ou bien constituée d'une infinité de droites parallèles. On avait vu que les fonctions linéaires ont des courbes de niveau qui sont des droites, parallèles équidistantes. Cependant, pour une valeur de C, pour une valeur de la fonction, il y a juste une droite qui possède cette propriété-là. Ici, on veut que chaque courbe de niveau soit constituée d'une infinité de droites parallèles. Prenons un exemple qu'on avait vu il y a quelques capsules, où la fonction, c'est une fonction sinusoïdale. Son graphique est illustré à droite. Ces courbes de niveau, je vous rappelle que c'est l'ensemble des points qui partagent la même valeur de la fonction. C'est comme si on prenait un plan horizontal qu'on passait à travers notre surface. Mais si je prends le plan qui est à hauteur 1/2, il va frapper mon graphe
sur un tas de droite, sur une infinité de droite. Puis ces courbes de niveau vont ressembler à ça. La valeur de la fonction est la même pour une droite qui est ici, une autre droite qui est dans cette tranche-là, une autre droite qui est ici, etc. C'est de même qu'on obtient des courbes de niveau qui sont des droites parallèles, une infinité de droites parallèles. Et donc, c'est quoi l'équation de cette fonction-là? Ben, on remarque que ça oscille, il y a un sinus qui apparaît. Si on prend sinus de y moins x, elle est constante quand y est égal à x, qu'elle est constante sur une droite, elle est constante sur une infinité de droites. Sur toutes les droites où y moins x égale une constante. Prochain exercice, deux courbes de niveau avec des valeurs de C1 et C2 qui sont différentes s'intersectent. Mais ici, on a beau chercher tant qu'on veut, on n'en trouvera pas. Pourquoi? Parce que si je regarde l'intersection de mes courbes de niveau C1 et C2, la première, c'est l'ensemble des xy tel que f égale C1. La deuxième, c'est tel que f égale C2. Mais si on a un point qui appartient aux deux ensembles à la fois, qui est dans l'intersection, ça veut dire que la valeur de f en ce point-là doit être à la fois égale à C1, à la fois égale à C2. Or, on a dit que C1 était différent de C2. Conclusion, il n'y a aucun xy qui va satisfaire ceci. C'est pas exactement la même chose que lorsqu'on a une fonction qui est discontinue. Quand on a une fonction qui est discontinue, la limite des valeurs de la fonction va être différente en un point. Mais en un point comme tel, si c'est une fonction, la fonction ne peut pas prendre deux valeurs différentes. Prochain exercice. On a deux objets qui se déplacent simultanément vers l'origine qui est au bout des flèches, au bout du curseur. Le premier se déplace de gauche à droite à une vitesse de 15 km/h et puis il est initialement à une distance de 500 mètres. Le deuxième, il se déplace de bas en haut à une vitesse de 5 km/h et lui est à une distance initiale de 200 mètres de la destination. Si j'écris ces informations-là, le premier en rouge, sa position, je vais l'appeler x. X au temps t, c'est égal à moins 0,5, moins 500 mètres, plus 15 km/h, plus 15 fois t. Sa vitesse, x' de t, c'est égal à 15. Le deuxième, sa position y, c'est égal à moins 0,2 plus 5t, et puis sa vitesse, c'est égal à 5. Voici les informations que j'aurai besoin pour répondre à la question. Si je considère la fonction h, qui est la distance entre les objets au temps t, la h de t peut s'écrire comme étant la longueur de l'hypoténuse du triangle, la racine de x carré plus y carré. La question maintenant, quelle est la vitesse relative entre les deux objets? Les deux objets, la distance entre celles-ci diminue à un rythme qui est basé sur la vitesse des deux objets. Quelle est la vitesse relative entre les deux objets? Au temps t égale 0, lorsque les objets sont à ces distances-là. Pour y répondre, pour trouver la vitesse relative, il va falloir dériver h par rapport à t. Si je veux dériver h par rapport à t, h m'est donné indirectement comme étant une fonction de xy. J'aurai donc besoin d'utiliser les dérivées en chaîne. X au temps 0, c'est égal à moins 500 mètres, puis y au temps 0, c'est égal à moins 200 mètres. H de t, j'ai répété h de t qui était écrit en haut ici, peut être vu comme une fonction qui dépend de xy. Si je l'évalue aux valeurs initiales, lorsque x égale moins 0,5 puis h égale moins 0,2, la distance entre les deux objets sera égale à la racine de 0,29. Donc, c'était pas ça la question. La question, c'était la dérivée. Que vaut h' évalué en 0? Pour calculer ça, j'aurai besoin de mes dérivées partielles. J'aurai besoin de la dérivée de f par rapport à x.
Ma fonction f de x, c'est celle-ci. Lorsque je dérive par rapport à x, ça va me donner 2x sur la racine de x carré plus y carré, le tout multiplié par une demi. Mes demi s'annulent, il me reste ceci. La dérivée par rapport à y, c'est tout à fait symétrique, ça me donne ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de calculer la dérivée de h par rapport à t, évaluée en t égale 0. Première étape, la dérivée de h par rapport à t, à l'aide des dérivées en chaîne, sera égale à la dérivée de f par rapport à sa première variable, par rapport à x, fois dx dt, plus la dérivée de f par rapport à sa deuxième variable, dy dt. Les dérivées de f, on les a calculées précédemment. On peut donc les substituer. H' évalué en 0, ça sera égal à cette quantité-là évaluée en x égale moins 0,5 et fois dx dt fois 15 plus la dérivée de f par rapport à y évaluée en y égale moins 0,2 multiplié par dy dt multiplié par 5. Ça me donne l'équation qui est là. Numériquement, ça me donne une vitesse de 15 km/h. Donc les deux objets s'approchent à une vitesse relative de 15,8 km/h. Prochain exercice. Étant donné la fonction f suivante, donnez son domaine, son image, sa courbe de niveau 0, niveau moins 2, et puis répondez à la question, est-ce que la fonction f est continue au point P égale 0,1? Première question, son domaine. Domaine, c'est l'ensemble des points où la valeur de la fonction est définie. Ici, on risque d'avoir une difficulté si l'intérieur de la racine est strictement négatif. Haute difficulté, le dénominateur peut être égal à 0. Et donc, son domaine, c'est l'ensemble des xy, tel que ce qui est à l'intérieur de la racine doit être strictement plus grand que 1. Son image, c'est l'ensemble des valeurs que la fonction peut prendre. On va séparer l'analyse en 3 cas. Est-ce que la fonction peut être nulle? Est-ce que la fonction peut être de valeur strictement positive? Puis est-ce que la fonction peut prendre n'importe quelle valeur strictement négative? Pour ça, on va travailler avec la définition de l'image. C'est l'ensemble des valeurs C, telles que f est égal à C pour un certain xy dans D. Est-ce que 0 est dans l'image? Oui, parce qu'on est capable de trouver un candidat tel que f évalué en ce candidat-là est égal à 0. En effet, lorsque j'évalue en 0,2, la valeur de la fonction va être égale à 0 divisé par la racine de 3, c'est-à-dire à 0. Donc oui, 0 est dans l'image. Pour étudier si la valeur de la fonction peut prendre n'importe quelle valeur strictement positive, on commence par observer que f, lorsqu'on l'évalue en x égale 1, y, ça me donne la valeur 2 divisé par racine de 1 moins 1 s'annule, il reste racine de y carré, c'est-à-dire la valeur absolue de y, parce que la racine est positive. Donc f de 1, y est égal à cette quantité-là. Si on me donne n'importe quel c qui est strictement positif, alors je prétends que c appartient à l'image parce qu'il existe un candidat qui est tel que lorsque j'évalue f à ce candidat-là, j'obtiens c. En effet, f de 1,2 sur c, ça va me donner 2 divisé par 2 sur c en valeur absolue, mais 2 s'annule. Il me reste seulement un c au numérateur, mais puisque c est positif, c est valeur absolue de c, c'est égal à c. Donc oui, n'importe quelle valeur de c positive appartient à l'image parce qu'il existe toujours un candidat dont la valeur de la fonction est égale à c. Est-ce que la valeur de la fonction peut prendre n'importe quelle valeur négative? Bien, cette fois-ci, au lieu de prendre la fonction f de 1,y, on va prendre f de moins 1,y. Puis on va obtenir de façon similaire que si on me donne un c qui est négatif, alors je prétends que c appartient à i parce que f évalué à ce candidat-là est égal à c. Si on décortique les morceaux, f de moins 1,2 sur c, ça va me donner moins 2
divisé par la valeur absolue de 2 sur C, mais 2 s'annule, il va me rester tout simplement moins valeur absolue de C. Mais rappelez-vous que C est négatif, la valeur absolue de le négatif de la valeur absolue de C, sera égal à C. Conclusion, 0 est dans l'image, toutes les valeurs positives et toutes les valeurs négatives le sont aussi, donc l'image est égale au réel au complet. Maintenant, sa courbe de niveau 0, c'est-à-dire l'ensemble des xy tel que la valeur de la fonction est égale à 0. Ici, on a deux conditions qu'il faut satisfaire. Pour que la fonction soit égale à 0, il faut impérativement que x soit égal à 0. Si x égale 0, le dénominateur devient y carré moins 1. Et donc, pour que xy appartienne au domaine, il faut que ce qui est à l'intérieur de la racine, c'est-à-dire y carré moins 1, soit strictement plus grand que 0. Mon ensemble de niveau 0, que j'ai écrit E0, c'est donc l'ensemble des xy qui satisfont ces deux conditions-là. X égale 0 et y carré est strictement plus grand que 1. C'est-à-dire, soit que y est strictement plus grand que 1 ou y est strictement plus petit que moins 1. Graphiquement, l'ensemble de niveaux va ressembler, la courbe de niveau va ressembler aux deux segments de droite rouge ici. Avec tout ce qui est en haut du cercle en x égale 0 et en bas du cercle de rayon 1 en x égale 0. Donner maintenant la courbe de niveau moins 2, c'est l'ensemble des valeurs telles que la fonction f est égale à moins 2. F égale moins 2, si je divise par 2 de chaque côté de l'égalité, j'obtiens cette égalité-là qui doit être satisfaite. Je multiplie de part et d'autre. Avant de multiplier par ça, je me rends compte que la racine ici est toujours positive, strictement positive, et donc, pour être égal à moins 1, il s'ensuit que x doit être strictement plus petit que 0. Maintenant, je vais manipuler mon égalité, je vais multiplier de part et d'autre par le dénominateur et je vais élever au carré. Il va donc me rester que x carré doit être égal à l'intérieur de la racine, c'est-à-dire x carré plus y carré moins 1. Mais x s'annule, il me reste tout simplement y carré doit être égal à 1. Conclusion, l'ensemble de niveau moins 2, c'est l'ensemble de xy tel que x est strictement négatif et y carré égale 1, ça veut dire que y égale plus ou moins 1. Graphiquement, c'est l'ensemble des x strictement négatifs. On est donc à gauche de l'axe vertical. Et puis, il faut ou bien que y soit égal à plus 1, ou bien y soit égal à moins 1. Dernière question, est-ce que la fonction f est continue en p égale 0, 1? Bien, en p égale 0, 1, la fonction n'est pas définie. Lorsque x égale 0 et y égale 1, on a une forme 0 sur 0. Ce point n'appartient pas au domaine, et donc la continuité ne s'applique pas. Non, la fonction n'est pas continue, car 0, 1 n'appartient pas au domaine. Dernière question. J'ai la fonction f de xy qui est égale à 5 plus x carré plus sinus x. Je m'intéresse au point x0, y0 qui est égal à 1,0. Donner la dérivée directionnelle, où u est un vecteur unitaire. Donner l'expression générale d'une dérivée directionnelle dans la direction u. Ensuite, la première question, c'est pour faire les deuxième, troisième. Trouver toutes les directions u unitaires telles que la dérivée directionnelle est égale à 1. Quand on s'assoit au point 1,0, dans quelle direction faut-il se déplacer pour que la fonction augmente avec une pente de 1? Dernière question, donner un vecteur v qui est parallèle à la courbe de niveau de f en x0, y0. Première question. Dérivée directionnelle, on applique la définition. On a besoin de calculer le gradient. Le gradient, c'est la dérivée par rapport à x.
c'est-à-dire 2x plus x fois le cosinus de xy, plus, virgule, la dérivée par rapport à y. C'est tout simplement la dérivée du dernier terme, c'est la dérivée du sinus fois la dérivée de xy, c'est-à-dire x fois le cosinus y. J'évalue ça au point 1,0, ça va me donner 2,1. La dérivée directionnelle, c'est le produit scalaire du gradient, évalué à ce point-là, fois mon vecteur unitaire, fois U1, U2. Ça va être égal à 2 fois U1 plus 1 fois U2. J'ai répondu à la première question. La dérivée directionnelle au point 1,0 est égale à 2U1 plus U2. Ça dépend des valeurs de U1 et U2. Deuxième question. Toutes les directions telles que la dérivée directionnelle est égale à 1. Si j'ai un système à deux équations, deux inconnues, ma direction U va dépendre de U1, U2. Mes inconnus sont U1, U2. Mes informations sont que la dérivée directionnelle est égale à 1 et que mon vecteur est unitaire. Si j'écris mes deux équations, c'est 2U1 plus U2 égale 1 et U1 carré plus U2 carré égale 1. Pour résoudre ce système-là, j'isole U2 dans la première équation, je substitue dans la deuxième. Ça va me donner 1 est égal à U1 carré plus U2, c'est-à-dire 1 moins 2U1 au carré. Je développe, je rassemble les termes de façon à ce que ce soit plus lisible. Ça revient à dire que 4 fois U1 doit être égal à 5 fois U1 au carré. Quelles sont les solutions de cette équation-là? Soit que U1 égale 0, ou si U1 est différent de 0, je peux diviser par U1 de part et d'autre de l'égalité. Ça va me donner que U1 égale 4 cinquièmes. J'ai donc deux valeurs de U1 possibles. Quelles sont les valeurs de U2 correspondantes? Si je connais U1, U2 va être égal à 1 moins 2U1. Si U1 égale 0, U2 égale 1. Et si U1 égale 4 cinquièmes, U2 égale moins 3 cinquièmes. Voilà mes deux solutions. Puis on remarque bien que ces deux solutions-là satisfont cette condition-là. Et donc, si je m'installe au point 1,0, puis je me déplace dans cette direction-ci ou bien celle-là, ma pente, mon taux de variation de la fonction sera égal à 1. Dernière question. Donner un vecteur parallèle à la courbe de niveau de f en 0, x0, y0. Pour être parallèle à la courbe de niveau, il faut que ma dérivée directionnelle soit égale à 0. Il faut que 2v1 plus 2v2 soit égal à 0. Mon vecteur, je l'ai appelé v. C'est ça que ça veut dire d'être sur une courbe de niveau. J'ai le choix. On me demandait un vecteur. Si j'ai choisi un vecteur qui satisfait cette condition-là, je peux prendre le vecteur 1,-2 parce qu'il satisfait l'équation. Et en effet, ce vecteur-là, vu qu'il est sur la courbe de niveau, va être perpendiculaire au gradient. Et donc, si je prends le produit scalaire de V par le gradient, ça va bel et bien donner 0.